Merci beaucoup. Pour le prochain panel, je souhaiterais accueillir sur scène Paul-François Fournier de BPI France, Wei Liangqi de Huawei Technologies et Elisa Brun de Politico. Bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé la chaleur et le risque de coronavirus pour nous retrouver ce soir. Je suis Elisa Braun, donc journaliste pour Politico, et ravie d'être avec nos deux invités et vous ce soir. Ceux qui étaient avec nous hier à l'Élysée l'ont entendu. Ceux qui ont suivi les conférences précédentes l'ont entendu. La souveraineté est le mot de France Digital Day. Peut-être même le mot de l'année. Monsieur Macron en a fait un enjeu prioritaire du monde d'après le coronavirus. Mais de quoi cette fameuse souveraineté dont on entend parler depuis maintenant plusieurs jours est-elle le nom ? La crise économique, la crise sanitaire l'ont placé au cœur des discours, au cœur du plan de relance. Derrière ce terme, en fait, on voit aussi un durcissement de certaines positions vis-à-vis d'entreprises de la tech américaines ou chinoises, accusées d'abus de position dominante, d'espionnage, ou de renforcer notre dépendance au détriment de champions européens auxquels beaucoup de personnes ici appellent la création. Il devient aujourd'hui difficile donc de faire de la tech, de produire de l'innovation en échappant à ce débat. Et nos deux invités sont au cœur de ces débats de souveraineté, de protectionnisme, de libre concurrence ou encore d'autonomie stratégique des États. Monsieur Wei Liangqi, vous êtes donc le général manager de Huawei en France et votre entreprise, qui est régulièrement accusée notamment par le président américain d'espionnage, voit directement les conséquences de ce débat de souveraineté sur ses activités, y compris en Europe avec le débat sur la 5G. Paul-François Fournier, vous êtes à la direction de l'innovation de BPI France, donc le bras armé de l'État français pour soutenir les startups à fort potentiel, tout en s'assurant que le pays reste compétitif dans des domaines stratégiques. Donc messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et puisque nous avons finalement que 20 minutes pour débattre ce soir, j'aimerais donc rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Wei Liangqi, certains départements comme le Val d'Oise envisagent de renoncer à des contrats avec Huawei en raison de la situation des Ouïghours en Chine et d'impératifs de souveraineté. Yannick Jadot vous accusait il y a 2 jours encore d'espionner les données des Français. Quel est l'impact de tous ces débats sur votre business et comment faites-vous pour contrer le discours anti-Huawei ? Bonsoir tout le monde. Déjà, d'abord, remercie pour d'être invité par France Digital à Quai d'Orsay de participer à ce forum. Pour moi, c'est une très bonne occasion aussi de mettre des choses encore plus claires. Depuis il y a 30 ans, Huawei a été créé par notre fondateur, Mr. Ren Zhengfei. C'est une société totalement privée, donc 100% détenue par les employés. Il n'y a aucune action qui est détenue par soit le gouvernement chinois, soit la troisième partie, soit pour la banque. Donc la société est décidée par le comité des employés. Donc depuis 30 ans, on travaille dans le monde entier. Donc, on travaille avec tous les opérateurs télécoms dans les OIV. En France, on travaille avec Orange, SFR, Bouygues et aussi Free. Depuis 17 ans, on est en France. On n'a jamais eu quelques cas pour espionner des données de chaque personne, de chaque opérateur et transférer en Chine. Jamais. Jamais. Ouais. Donc aujourd'hui, les États-Unis sanctionnent parce qu'ils aiment bien sanctionner les sociétés qui est le premier du mondial. Donc là, Huawei n'est pas la seule société aujourd'hui, ne sera pas la dernière société qui va être sanctionnée par les États-Unis. Il y a des sociétés qui sont très innovantes en France, qui sont aussi sanctionnées par les États-Unis. Donc on est tous pareils dans la même situation et on est en train de défendre. On est en train de défendre par la loi législative, on est en train de défendre aussi par la technologie, par toutes les régulations. Oui. Donc aujourd'hui, bien évidemment, la société était impactée. Il n'y a jamais une société qui peut éviter d'être impactée si les États-Unis vont te sanctionner. Donc aujourd'hui, il y a des choses comme le Covid-19 qui a impacté aussi toutes les sociétés. Donc pour nous, c'est encore plus de sanctions, plus d'impact, double impact sanctionné par les États-Unis. Donc ça, c'est le deuxième double effet. Et du coup, comment faites-vous justement pour contrer tous ces... Bon, du coup, la société toujours développe très bien. Donc on a recruté encore 20 000 personnes pour rattraper les technologies aujourd'hui qu'on ne peut pas utiliser chez les États-Unis. Donc ça fonctionne très très bien et on a toujours la croissance par rapport à 2019 pour le premier demi-heure. Donc on a eu à peu près 13% de croissance, mais normalement c'est 20% ou 30% de croissance chez nous. Ouais, donc on a toujours eu des 13% de croissance
Et on prépare toujours pour les prochaines sanctions parce que si les États-Unis, vous voyez que l'impact n'est pas assez suffisant, il va toujours sanctionner. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi l'Europe. Comment vous faites en Europe justement autour de tous ces débats autour de la souveraineté technologique? Bon, voilà, pour la souveraineté, c'est autre chose. En fait, pour nous, on supporte et on respecte la souveraineté parce que c'est important. Donc, même les États-Unis, la Chine, les Russes, tous les pays ont des soutiens pour la souveraineté. Ça, c'est très important. Mais on est contre pour le discriminatoire. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la souveraineté, il faut que la souveraineté est pareille pour toutes les sociétés non européennes. Ouais. Donc, si c'est uniquement pour Huawei, aussi uniquement pour les sociétés asiatiques ou chinoises, et c'est là qu'on est contre. Et aujourd'hui, sur les documentations ou sur la loi, par exemple, on parle de la loi de 5G ou la loi de souveraineté, PPL, tout ça. Donc, sur la loi, on ne voit pas aujourd'hui le discriminatoire. Mais il y aura peut-être un problème dans la pratique. Et vous serez prêt à répondre? Bien sûr, s'il y a des discriminatoires, on va leur répondre. On va répondre directement et correctement. Paul-François, comment, de votre côté, l'impératif de souveraineté française impacte-t-il vos activités, votre business? Est-ce que, par exemple, vous regardez de plus près certains investissements ou au contraire en freinez d'autres? Alors, il y a deux dimensions à la souveraineté, et je crois que les débats de précédents l'ont illustré. Il y a une dimension plus défensive, qui est législative. D'ailleurs, les États-Unis, on en parlait tout à l'heure, les réglementations, etc., les réglementations sur la prédation. Et puis, il y a une dimension plus positive, entre guillemets, qui est un peu, nous, ce qu'on essaye de faire, qui est une logique de il faut qu'on crée un écosystème de technologie qui soit puissant. Et en fait, c'est compliqué d'être uniquement défensif si on n'a pas une logique de développement, nous-mêmes, de solutions qui croissent. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années. Et il y a deux moteurs, en fait, pour réussir à créer un écosystème de tech puissant, je crois. Il y a un premier, c'est essentiel, c'est les entrepreneurs. Il faut donc des générations d'entrepreneurs qui réussissent, qui échouent aussi, parce que ça fait partie du jeu, et qui petit à petit cassent des plafonds de verre importants, du nombre de levées, de montants, de croissance, d'ambition des entreprises. On a fait des pas importants ces dernières années, mais j'y reviendrai, mais il reste encore évidemment des pas à faire. Et puis le deuxième levier, c'est créer un écosystème de financement privé principalement, puisque c'est quand même ça qui va le développer, qui soit suffisamment puissant pour fueler cette ambition. Et donc c'est le chemin qu'on essaye de suivre depuis quelques années. La difficulté, c'est que ça prend un peu de temps. On dit Airbus est un bon exemple de la puissance européenne et de la filière européenne. Le truc, c'est que Airbus, ça a pris probablement 25 ou 20 ou 25 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément 20 ou 25 ans. J'ai l'habitude de rappeler que la Silicon Valley, c'est né dans les années 50. Mais simplement, il faut que ces deux moteurs continuent de croître. Je crois qu'on est sur la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus et mieux. Mais encore une fois, c'est des temps de cycle qui ne se font pas non plus en 3 mois et non pas uniquement, comme parfois on pourrait l'espérer, à coût de milliards de subventions. S'il fallait juste mettre des milliards de subventions, je pense qu'on aurait fait mieux jusque-là. C'est encore une fois un peu plus compliqué que ça. Justement, lorsqu'on a préparé ce débat tous les deux, tu me disais qu'il y avait au final autant de visions de souveraineté numérique et de stratégie pour y parvenir que d'États membres européens. Qu'est-ce qu'on doit penser aussi de cette forme de compétition qu'il peut y avoir entre des pays comme la France ou l'Allemagne dans certains secteurs stratégiques? Il y a bien sûr des projets communs comme Gaia-X, mais il y a aussi une compétition féroce qui se joue. Est-ce que ça va vraiment nous permettre, à terme, de créer des fameux champions européens, ce jeu de concurrence entre les écosystèmes de start-up? Alors moi, je crois qu'il faut assumer à un moment une forme de coopétition sur ces écosystèmes de financement et de start-up. Je pense qu'on est en train de dépasser l'Allemagne, j'espère. On a en ligne de mire l'Angleterre. Je pense que les Allemands ne vont pas se laisser faire. Je pense qu'ils vont remettre de nouveaux moyens, que ça va les stimuler et que d'une certaine façon, on va du coup faire croître l'ensemble de l'écosystème. Et inversement, l'écosystème de financement ou d'investissement, des fonds d'investissement, nous, BPI France, on l'a massivement poussé au niveau européen. Je veux dire, aujourd'hui, 40% des sociétés de gestion en Europe sont des sociétés de gestion de capital risque européenne. Parce qu'effectivement, il faut un capital risque européen qui permette de financer des projets européens et qui permette aussi de faire des consolidations pan-européennes.
Ensuite, l'alignement des États membres, je pense que petit à petit, la Commission est en train de monter en puissance sur ces sujets. Moi, je pense qu'au fur et à mesure que la maturité des États membres augmente, au fur et à mesure que les écosystèmes se structurent, que des lignes de force se mettent en place, je pense que petit à petit, l'Europe est en train de créer les éléments du dialogue. Mais pour dialoguer, il faut déjà avoir des tendances, il faut déjà avoir des lignes de force. Et aujourd'hui, sur la tech, on en manque encore un peu. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Wei Langshi? Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe a les moyens de son ambition, de réaliser des champions 100% européens, ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours continuer à recourir à des entreprises étrangères? Moi, je pense que la réponse est très positive. Ouais, donc, depuis déjà 15 ans, je travaillais chez Huawei. Donc, il y a 15 ans, Huawei n'a rien comme la réputation dans la télécom. C'était, si vous vous rappelez, quand on parle de la 5e génération, c'est une technologie de mobile. Mais n'oubliez pas, la première génération, c'était inventé par les Américains, Motorola. Le deuxième, c'était inventé par les Européens, Nokia, Alcatel, c'est les Français. Et le troisième, c'est inventé par encore les Américains, c'est les iPhones. Et le quatrième, c'est les Samsung. Donc aujourd'hui, la 5e, c'est la Chine qui est le leader. Donc, chacun fait son tour. Donc la seule chose aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier, c'est que les innovations basées sur la coopération, collaboration, coopératif. Donc il faut travailler ensemble, il faut être très ouvert à travailler ensemble et toujours investir dans l'innovation. Donc aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont des départements de direction d'innovation, mais regarde combien de budget vous l'avez, combien de personnes vous l'avez. Donc c'est ça qui est vraiment très important. L'argent, c'est l'importance. Le talent travaille aussi avec l'argent. Quand on dit un talent et le produit ne peut pas commercialiser, et ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. C'est des bons produits, il n'y a pas de marché. C'est la catastrophe. Donc laisser faire les lois du marché et du talent des produits de la tech, si je comprends bien votre propos. Pardon? Il faut donc laisser faire les lois du marché. Et, le marché, voilà, c'est ça. Donc, okay. ça Adam Smith, content ce soir. Paul-François, si j'y reviens aujourd'hui, quand on est une start-up et qu'on se retrouve au milieu de ce jeu de tensions politiques, on a l'impression qu'il y a donc 3 pôles de pouvoir, hein, on l'entend très souvent, la fameuse tech war qui opposerait les États-Unis, la Chine, l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se repère là-dedans? Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour y répondre, puis c'est les entrepreneurs qui savent le mieux. Moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, pour un entrepreneur, le principal sujet, c'est les marchés et comment on se finance. Et je pense que sur ces sujets, on a fait des progrès assez significatifs là encore. D'abord parce que les marchés sont plus adressibles. Je prends les États-Unis. Aujourd'hui, c'est un marché qui est massivement plus adressible qu'il y a 10 ans parce qu'il y a un écosystème de Français qui ont réussi aux États-Unis, qui a une culture qui s'est développée, qui a des contacts. Et donc, on voyait tout à l'heure Yubo adresser le marché américain. Aujourd'hui, c'est quelque chose, quand on sort, il y a Livestorm qui est devant, c'est quand on sort d'école, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est naturel. Ça ne l'était pas il y a 20 ans. Et puis ensuite, des fonds. Là aussi, on a fait des progrès assez significatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds américains qui sont attirés par la tech française, la tech européenne et la tech française en particulier. Donc ça ouvre là encore des opportunités de financement complémentaires. Évidemment, notre sujet, c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire ce n'est pas de laisser uniquement les fonds américains venir ou les fonds chinois venir en France, mais inversement, avoir dans sa table cable un fonds américain ou un fonds chinois qui va vous expliquer, vous donner les contacts, vous permettre de comprendre comment on peut adresser ce marché, et inversement avoir un fonds français qui va vous donner une stabilité culturelle, comprendre, etc. C'est probablement des équilibres qui créent de la valeur et qui sont importants. Donc si je comprends bien, les portes doivent rester ouvertes, si je comprends aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un double discours quand on voit que les décideurs politiques disent et redisent l'importance de la souveraineté et derrière, justement, il y a un tel recours à d'autres entreprises, une telle dépendance aussi? Je ne sais pas s'il y a un double discours. Je pense qu'il y a des impératifs aussi de temporalité qui sont parfois un peu différents. Et puis, il y a des jeux qui sont parfois complexes et de nature différente. Encore une fois, le jeu défensif de défendre nos intérêts en termes réglementaires. On parlait tout à l'heure des règles qui doivent être utilisées par toutes les entreprises. Ça, c'est clairement quelque chose qui peut faire bouger les lignes. L'achat public, comme ça se pratique massivement en Chine ou aux États-Unis, c'est des jeux qu'il faut qu'on puisse jouer beaucoup plus fortement. Mais clairement, rester sur une logique où on peut adresser des marchés ou attirer des compétences internationales
pour adresser ces marchés ou pour avoir accès à des meilleurs talents, ça fait aussi partie de la recette du succès de la tech. Et donc, il faut jouer sur ces différents tableaux, je crois. Est-ce que vous avez l'impression que les acteurs publics doivent être exemplaires aussi en la matière? Je vous pose la question parce que récemment, le fait que la BPI signe un contrat avec Amazon Web Services comme prestataire de cloud a fait beaucoup jaser dans l'écosystème. Donc, est-ce que vous pensez justement que c'est à vous en premier de montrer la voie? Oui, enfin, je crois qu'on a tous une responsabilité en tant qu'acteur public et en tant qu'acteur privé. Mais vous avez raison, en tant qu'acteur public, on a une responsabilité. Alors après, on a aussi des impératifs de résultats. Donc on est obligé de jouer aussi sur ces contraintes. Bon, il se trouve qu'on est aussi actionnaire d'OVH, donc on est très intéressé par son succès en tant que tel. Bon, et donc je crois que de ce point de vue-là, le débat sur la souveraineté, il a aussi le mérite parfois de sortir d'automatisme ou de simplicité. Donc voilà, ça fait progresser. Vient vous challenger. Ça vient challenger parfois un certain nombre encore une fois, d'automatismes qu'on acquiert tous ou de facilités qu'on acquiert tous, et ça fait progresser le débat et la compréhension. C'est comme ça qu'on prend du recul avec des choses qui nous paraissaient naturelles et qui probablement le seront moins dans les mois et les années à venir. Monsieur Wei Langshi, est-ce que ça pose pas un problème pour vous, cette nouvelle attention des marchés publics, notamment à l'exigence de souveraineté et puis de consommer local, entre guillemets? Comment est-ce que ça, concrètement, ça peut impacter votre business et vos clients? Si on parlait encore les sujets de politique, bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, en tant que la société, on aimerait bien investir et travailler dans les marchés, dans les conditions beaucoup plus ouvertes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de technologies, aujourd'hui, de nouvelles technologies des points, comme le 5G, comme le Big Data, comme le cloud, ça augmente énormément d'inquiétudes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la responsabilité de l'État aujourd'hui qui va décider, c'est-à-dire la réglementation pour toutes les sociétés, c'est-à-dire d'établir on dit the rules, set up the rules. Ouais. Et pour nous, en fait, en tant que société, on veut que c'est les mêmes conditions. C'est comme on joue le football, c'est-à-dire qu'on fait la compétition dans le même terrain. Il faut que ce soit la même condition. C'est-à-dire quand il a plu partout. Donc, quand il est mouillé, il faut que ça soit mouillé partout. Ouais. Et après, c'est-à-dire c'est toujours la même condition que les sociétés concurrencent entre eux. Donc ça, on peut accepter. Ouais. C'est plus difficile quand il n'y a pas de cette mauvaise condition, mais c'est quand même acceptable parce qu'on doit considérer aussi également, c'est-à-dire pour la souveraineté de l'État. C'est important de considérer tout ça. Je vais reprendre votre métaphore du football, mais il semble que d'autres acteurs européens, justement, dans ce débat politique autour de la souveraineté, forment de nouvelles équipes, veuillent aussi aller en Ligue 1. Du coup, par exemple, comment vous réagissez quand certains acteurs européens, des opérateurs télécoms français, allemands, s'associent pour venir un petit peu grignoter vos parts de marché? Donc on considérait en fait de cette façon. On sait très bien aujourd'hui, je prends l'exemple de la France. Donc pour nous, on a un part de marché dans le télécom à peu près 20%, même moins. Ouais. Mais c'est les Européens qui ont beaucoup plus de marché. Mais si on regarde aussi la Chine, c'est le contraire, c'est pareil. Ouais. Donc c'est Huawei qui a détenu beaucoup plus de marché que les Européens. Donc ça, si on c'est-à-dire regarde un peu comme ça, c'est un peu libre, c'est raisonnable. C'est-à-dire si on a moins de 20%, c'est raisonnable. Les portes d'entrée en Chine sont également bien gardées. Si. Pour accéder au marché. Les Européens, là? Non, pour que les acteurs européens entrent sur le marché chinois, ou américain d'ailleurs, il y a quand même quelques petites... Voilà, américains, c'est autre chose. Américains, en fait, ils ont déjà quitté le marché dans le télécom, mais ils ont beaucoup investi aujourd'hui dans le marché de cloud. Donc si on regarde Microsoft, même Cisco, Amazon, donc, et même Facebook, ils ont tous lancé ce programme de cloud. Aujourd'hui, selon une ressource, je ne me rappelais plus, il est détenu 80% de cloud dans le monde entier. 80% des données sont hébergées chez les Américains. C'est ça qui augmente aussi énormément d'inquiétudes, même aussi par la Chine, par la France. C'est maintenant, aujourd'hui, on doit regarder aussi, c'est-à-dire comment on peut établir, c'est-à-dire une réglementation, établir quelque chose pour bien protéger les données. Voilà. Donc vous avez envie que cette réglementation elle vienne du niveau européen directement? En fait, c'est chaque pays ou chaque continental doit avoir son propre, c'est-à-dire réglementation, parce que ils ont, je pense, chaque pays a des différents niveaux d'inquiétude, a des niveaux de protection. Ouais.
Si je repense ce sujet de la souveraineté, Paul-François, on en discutait aussi. Il y a des acteurs qui se positionnent beaucoup sur ce sujet-là. Ce sont justement les géants du numérique qui essaient justement de se positionner sur le marché de la souveraineté, de trouver des conditions pour travailler. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces acteurs américains qui tentent de se positionner, parfois peut-être de manière opportuniste aussi, sur cette question ? C'est une question difficile, pour être clair avec vous. C'est une question difficile parce que dans un certain nombre de cas, les solutions, on ne les a pas encore. Et donc, il y a aussi un pragmatisme qu'il va falloir assumer si on veut progresser dans la transformation d'un certain nombre de sujets. Maintenant qu'on prenne maintenant des postures, et c'était la question tout à l'heure, pour avoir une velléité claire de favoriser des solutions qui soient européennes, en particulier quand c'est de l'achat public, je pense que c'est une étape qu'on doit franchir, qui jusque-là, d'une certaine façon, n'était absolument pas dans l'état d'esprit de façon générale européen, et qui doit faire bouger aussi un certain nombre de règles de la commande publique. Il faut bien voir aujourd'hui que les acheteurs publics sont aussi sous une contrainte réglementaire et juridique qui est un vrai frein. Donc là, il y a des barrières à faire bouger. On a bien vu aux États-Unis et en Chine que ça a été un des vecteurs essentiels du succès de très grandes entreprises. Donc il va falloir qu'on fasse bouger ces lignes assez significativement. Pour être clair avec vous, on en parle depuis un moment, mais ça a du mal à bouger. Le président de la République hier a clairement annoncé que ça faisait partie des éléments du plan de relance, que les moyens qui seraient mis seraient plutôt fléchés sur des entreprises. Nous, évidemment, on pense, comme tous les entrepreneurs, que du contrat, c'est encore mieux que du capital en termes de création de valeur. Donc, plus on amènera du contrat dans les entreprises, plus elles pourront croître vite. Et d'ailleurs, plus on pourra leur remettre du capital, parce que ça veut dire qu'il sera bien utilisé pour aller chercher d'autres marchés. Monsieur Wei Langqi, vous êtes donc prévenu. Merci à tous. Le débat se poursuit ensuite.